continue nos rencontres avec les maires de notre région pour parler culture, patrimoine et événementiel. Aujourd'hui, c'est une rencontre avec le maire de Carpentras, Francis Adolphe. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour à tout le monde. Bonjour au Merci. projecteurtv.com. Voilà. Merci. Francis Adolphe, le 30 mars dernier, vous avez été réélu maire de Carpentras. Vous avez acquis le mandat à 2% près face au Front National, 2,31% exactement pour être précis. Quelles leçons allez-vous en tirer et en avez-vous tiré? Je crois qu'en fait, on a beaucoup travaillé pendant ce mandat parce que, évidemment, on avait dit qu'on avait été élu par chance la première fois en 2008. Et c'est vrai que c'est une ville estampillée plutôt à droite. Et moi, je me suis évertué, même sans renier mes convictions, à montrer qu'un maire était quelqu'un qui était le maire de tout le monde, tous les Carpentraciennes, tous les Carpentraciens. Après, il y a des contextes. Dans chaque élection, on a bien vu que dans des villes voisines, les gens ont voulu exprimer un vote de contestation. C'est un vote auquel il faut tenir compte. Parce que, effectivement, contestation de quoi? Alors, contestation peut-être une politique générale, nationale, et une envie de voir des choses qu'on n'avait pas vues peut-être avant, c'est-à-dire de voir arriver peut-être des extrêmes, parce qu'on s'est dit que les partis traditionnels, comme il avait parfois été dit, un certain bipartisme, ne satisfaisait plus tout le monde, parce que les gens, effectivement, souffrent. Ils souffrent de ne pas avoir de réponse vraiment concrète à leurs questions. Alors moi, pendant tout ce mandat, j'ai vraiment beaucoup donné à la proximité et en même temps, sans perdre de vue le moyen et le long terme, d'avoir les projets à long terme, de tirer vers le haut la ville. D'ailleurs, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui aurait été si on n'avait pas fait tout ce travail? Ben, effectivement, je pense qu'on ne serait plus là. Parce que tous les gens qui n'avaient pas d'idées préconçues au niveau partisan, au niveau politique, ont bien compris quand même que nous avions et que j'avais quand même bien travaillé. Enfin, beaucoup travaillé. Bien, c'est eux qui décident, mais beaucoup, c'est sûr. Alors ça, c'était une petite parenthèse générale, parce que je pense que c'était quand même important de le souligner. Comme vous le savez, nous allons parler maintenant uniquement culture, patrimoine, événementiel. Voilà, c'est notre rôle de média de proximité. La culture est très importante dans la ville de Carpentras, puisqu'il y a un festival Animart pour l'été et Transart Animart pour l'hiver et Transart pour l'été. Quelles sont les différentes dynamiques que vous avez souhaité mettre en place pour les 6 prochaines années? Est-ce que vous allez rester sur ce qui a été acquis tout en continuant et en promouvant ces festivités, ou bien est-ce qu'il y a de nouvelles perspectives culturelles de dynamique? Alors, c'est vrai que la culture est un lien entre déjà les différentes populations d'une ville, les différents quartiers, et c'est comme un éventail. Soit on l'ouvre très peu, et à ce moment-là, on offre des spectacles à une certaine catégorie, soit on l'ouvre de plus en plus. Je pense que tout programme culturel, c'est d'ouvrir à tous les publics et à tous les styles de plus en plus, avec une enveloppe contrainte, bien sûr, de moyens techniques et financiers. Donc, continuer, oui, parce qu'on a bien réussi notre mandat culturel, mais il faudra encore augmenter les choses. C'est vrai qu'en gros, sur l'année, on peut dire qu'on a à peu près 250 spectacles entre Animart et Transart. La moitié sont gratuits et la plupart sont à des bourses très acceptables, et qu'il y en a un peu pour tous les styles. Il y a des spectacles de rue, sans oublier les Noëls insolites, Fiesta Bodega. Il y a de la musique classique avec Musique aux étoiles, et puis des concerts bien sûr à la Charité et à l'Espace Ozon, des variétés, du comique. On a même eu de la danse hip-hop. Il y a vraiment un programme large, mais il y a aussi des manifestations que l'on retrouve dans la rue, comme les Papillons, qui sont cette exposition à ciel ouvert de 200 toiles, et puis des manifestations événementielles, comme par exemple le Triel urbain, qui attire beaucoup de monde, et ça c'est important, sans oublier aussi des catégories comme le jazz, le blues, avec un festival de blues qui est très porteur. Et qu'est-ce qui a manqué peut-être? La question n'est pas que de se faire de l'autosatisfaction, c'est de savoir ce qui a pu manquer. Et ce qui a pu manquer, ben, ça a été dit pendant la campagne électorale. Certains quartiers disent, bon, ben, on va en centre-ville, on va dans les différents lieux qui sont quand même assez larges, mais nous, on aimerait bien avoir de la culture chez nous, dans tel ou tel quartier. Et on a pensé à créer, pas des festivals, mais quelques carnavals comme ça qui vont se promener et déambuler dans différents quartiers de la ville pour aller chercher les gens aussi. Et puis, derrière tout ça, derrière ce fil, il y a l'Hôtel-Dieu. Et l'Hôtel-Dieu, c'est le grand projet de la médiathèque, la bibliothèque multimédia, qui continue et qui est une grosse machine, qui demande beaucoup de financement et beaucoup d'aide.
Et on ne peut avancer qu'avec les autres, avec le ministère de la Culture, la DRAC, Conseil général, Conseil régional, l'Europe. Et là, maintenant, on va attaquer les travaux intérieurs, là, à la rentrée de septembre, pour faire une ouverture en 2016, dans le premier semestre 2016. Et là, tout le monde, bien sûr, pourra avoir accès à cette bibliothèque multimédia. Et après, aux musées qui sont installés actuellement à la bibliothèque Ingambertine, boulevard Albin Durand. Tout va déménager progressivement. Et ça, c'est pour continuer de faire vivre la ville culturellement. Avec un accès complètement gratuit, j'imagine. Bien sûr, alors il faudra réfléchir sur la politique, parce que bien sûr, il y aura des frais de fonctionnement. Il y a le financement pour faire réaliser les choses. Et là, on sera aidé. C'est ce qui a mis du temps, de faire acter les aides. Mais il y a aussi le fonctionnement. Et le fonctionnement, on y réfléchit depuis longtemps, parce qu'il y aura des redéploiements de services municipaux qui vont se retrouver là-bas pour surveiller, ou au niveau culturel. Il y a déjà eu des emplois qui ont été créés pour des collections liées à tout ce qui est multimédia, liées au numérique, liées à la jeunesse, à la lecture pour tous. Est-ce que vous pensez, excusez-moi, qu'est-ce que vous pensez que ça va apporter aux Carpentraciens? Est-ce que ça va leur donner une énergie pour dire voilà, la ville nous aide à avoir un accès à la culture et la culture pour tous, et donc forcément à l'éducation des enfants, à l'éducation des jeunes, à l'éducation des moins jeunes? Ça, c'est une bonne question, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a la petite salle de lecture de la bibliothèque Ingambertine, qui est très ancienne et qui fait que 50 mètres carrés. Donc c'est compliqué pour y aller et d'avoir accès facilement aux livres. Et là, on va voir un immense lieu qui fera la salle de lecture, elle fera des mètres carrés, à plus savoir qu'en faire. On ira jusqu'à 4500 mètres carrés sur cette bibliothèque multimédia, voire 5000 même, je parle pas forcément des réserves d'ailleurs, et un accès facile en centre-ville. Et donc rien que le bâtiment est beau, il donnera envie. Alors en fait, ce qui donne envie, c'est peut-être la fierté de se dire on a fait ça. Et c'est pas loin de la gare qui va renaître à la fin de l'année. Donc ça veut dire qu'on aura envie de parler de Carpentras avec ses réalisations, sa beauté patrimoniale, et après rentrer dedans pour voir qu'on peut y faire des choses. On peut se donner des lieux de rencontre aussi entre jeunes, moins jeunes, pour avoir des clubs de lecture, pour discuter, pour voir l'historique. Et nous, notre rôle, ça sera de les y amener, bien sûr avec une politique incitative, que ça ne soit pas tarifairement compliqué, gratuit pour les Carpentraciens déjà, et peut-être même les Comtadins. Hein. Et ça, c'est à discuter, bien évidemment, mais qu'on en ait envie. Et pour donner envie, ça part de l'extérieur déjà. Ah, quel beau bâtiment, enfin c'est rénové, enfin ici passe quelque chose, et ça bouge. Et continuer aussi dans ce lieu des spectacles, comme on a l'été avec Transart. Alors permettre l'accès au patrimoine et à la culture dans un même et unique bâtiment. C'est ça, effectivement. Ça, c'est un bâtiment central qui va attirer, qui est la fierté de notre ville. Mais après, il faudra aussi continuer à satelliser des petits lieux, hein, comme on a toujours fait. Parce que justement, avant que les gens viennent dans ce bâtiment, la bibliothèque Ingambertine Multimédia, à l'Hôtel-Dieu, il faut qu'ils en aient envie aussi. Et parfois, eh bien, il faut aller les chercher un petit peu sur des spectacles qui les attirent et qui les ouvrent et qui donnent envie de faire autre chose que de se brancher sur la télévision en permanence, ou d'avoir envie de sortir, de discuter, d'échanger. Parce que la culture, le but, c'est quoi? C'est d'échanger, de comprendre, de connaître, et puis de ne pas exclure. Le but de toute culture, c'est de s'informer sur toutes les cultures. C'est un savoir qui donne envie de connaître les autres. Et là, après, on vit mieux ensemble, c'est évident. Hein. Alors, projet ambitieux, ça veut dire partenaire, ça veut dire acteur. Quels sont les acteurs avec qui vous souhaitez collaborer? Alors, sur l'Hôtel-Dieu, c'est forcément le ministère de la Culture qui a acté encore ses financements pour la première tranche qui va se faire pour 2016. C'est forcément la direction régionale des affaires culturelles qui est en lien bien sûr avec le ministère de la Culture. C'est la direction des musées, c'est le conseil régional, le conseil général. C'est la question avec l'intercommunalité qu'il faudra voir aussi, puisque ce sera la tête de pont de la lecture pour tous, et qui va faire un réseau avec toutes les petites bibliothèques qu'il y a, ou les bibliothèques qu'il y a ailleurs. Et puis c'est aussi l'Europe, puisqu'on nous a déjà aidés sur l'Europe. Et après, il faut faire fonctionner. Ça, c'est pour les financements. Et pour faire fonctionner, là, les partenaires, bien sûr, sont des partenaires des institutions dont j'ai nommé, mais aussi des gens qui sont sur un plan associatif, qui ont envie de participer à la ville, ou qui ont un savoir et qui ont envie de le faire partager. Et là, il faudra peut-être commencer, puisqu'il y aura du permanent, mais du temporaire également. Et on pourra peut-être inviter des gens que ce soit des historiens, des peintres, des gens de culture au niveau patrimonial, et garder
toujours. Les éléments remarquables de cet endroit, qui sont la salle des donatifs, qui sont le hall, qui sont la pharmacie, enfin toutes ces choses-là qui font la beauté du lieu, les cours qui sont magnifiques, que ce soit la cour carrée ou la cour sud, ces endroits superbes. C'est 10 000 mètres carrés le bâtiment en tout, hein, entièrement rénové à l'extérieur, et maintenant on s'attaque à l'intérieur. Voilà. Donc c'était vraiment un très très beau projet. Carpentras, c'est aussi l'ensemble d'associations culturelles qui font fonctionner cette ville, associations culturelles et patrimoniales. Quel est le rôle de la municipalité pour le soutien de ces associations et pour prospérer ces associations culturelles? Alors moi je suis très clair avec ça, souvent on dit on dépense trop dans les mairies, oui mais c'est pas là qu'il faut faire des économies, parce que nous on a depuis un petit moment des contrats d'objectifs avec les associations, c'est-à-dire qu'elles ont des buts précis. Si c'est une association à titre culturel, qu'est-ce que ça apporte à la ville? Si on prend par exemple une association qui s'appelle Arévi de la rue, on a vraiment un projet avec eux qui s'appelle Les Papillons, qui sont des ateliers, du soutien scolaire. Il n'y a pas que qui font du soutien scolaire, mais et là ils attirent une population qui nous aide nous à combler des manques, hein, tant au niveau éducatif qu'au niveau social et qu'au niveau culturel, et donc ils rendent un vrai service à la ville, et du coup notre aide nous, eh ben, c'est des aider financièrement et parfois techniquement. Mais il y a toujours un projet concerté avec ces associations. On ne peut pas faire naître aujourd'hui une association culturelle en disant j'ai une idée, je veux tout simplement, je ne sais pas moi, je suis amoureux de tel pays, je veux faire des échanges avec ce pays. Il faut que ça apporte aussi à la ville, il faut que ça soit contraint au moins par une discussion, de concertation avec les membres de cette association pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et dans ce cas-là, on aide bien sûr. La différence, c'est que maintenant, on est quand même obligé de travailler ensemble, de mettre un objectif commun pour y mettre des moyens. C'est pas un blanc-seing, forcément. Alors on approche des festivités de Carpentras qui sont toujours très éclectiques et très dynamiques. En quelques mots, quel va être le programme culturel de cet été, Francis Adolphe? Alors, on retrouve toujours les grands thèmes, mais il y a des choses en plus. Alors, les grands thèmes, ça va être toujours, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Trial, le Festival du Blues, Fiesta Bodega, avec ses 250 musiciens, ses batucadas dans la rue, ses musiques aux étoiles, avec 3 concerts, encore cette année, de musique classique. Hein. Un petit peu, bon, très, très humblement, un petit Prague qui arrive à Carpentras. Il y a des orchestres classiques, il y a bien entendu le Colors Festival qui devient international maintenant. Hein, c'est festival électro qui est magnifique. Il y aura un peu de variété avec Michael Miro cette année qu'on a choisi. On n'a pas voulu faire de trop grandes vedettes parce que faut faire attention à la concurrence extérieure et au coût. On s'est rendu compte que ce n'était pas forcément le métier d'une mairie de faire de la production de spectacles. Et aussi, on a d'autres festivals qui s'appellent La Cour des Belges. Et sans oublier le festival éducatif à long terme qui s'appelle Plein les Mirettes, avec plus d'une centaine de spectacles qui commencent à des horaires décalés, 10-11 heures le matin. Pour 4 ou 6 euros, la famille peut venir voir des vrais professionnels du spectacle pour des spectacles pour jeunes publics. Ça, c'est une réussite chez nous et on y tient beaucoup. Et on a rajouté enfin quelque chose qui nous a été demandé depuis tout le mandat. Il faut tenir compte des choses, mais il faut que ça se mette en route. C'est des guinguettes au mois d'août sur les rives d'Ozon avec des artistes de renom. Et pour 5 euros, on pourra aller voir, je l'ai noté là, Moussuté et Soviet Suprême par exemple, hein, Game, Joulik, voilà. Ça, c'est des gens qui vont nous animer le mois d'août également, ce qui nous manque un petit peu. Parce qu'il faut bien, au mois d'août, on est contraint, nous aussi, il faut bien donner les congés aussi à ceux qui s'occupent de l'événementiel, du technique, du spectacle, qui sont des gens qui travaillent beaucoup. Mais on s'est arrangé, on s'est cassé la tête pour dire qu'il y aura aussi des choses au mois d'août. Et pour être très très précis, ces dates qui auront lieu sur les rives d'Ozon auront lieu le 8 et 15 août. Voilà. Sans oublier tout le tissu associatif, les 14 juillet, les fêtes à serre, enfin, ça c'est... En gros, c'est 150 spectacles, hein, dont à peu près 90 gratuits. Voilà. Alors l'espace Ozon, c'est quand même une réelle nouveauté, puisque vous avez fait de cet espace un endroit avec un environnement particulier où on s'y sent bien personnellement. C'est aussi pour diversifier les lieux culturels de la ville et pas forcément centré sur le centre-ville de la ville de Carpentras. Oui, c'est vrai que c'est pour diversifier. Tout ce qui est la promenade le long des rives d'Ozon, elle est magnifique, elle vient d'être refaite là en plus. Hein. Et on a dans ces lieux des clairières formidables.
Et c'est aussi découvrir, aimer, se rapproprier la ville en l'aimant et en étant fier, et à travers le spectacle qui est un véhicule formidable. Et c'est vrai que c'est compliqué pour une ville de faire des spectacles tous les mois comme ça, mais on a trouvé l'astuce, là, en un mot, grâce à également le tissu associatif et le tissu des professionnels du spectacle qui ont bien compris, et on fait un pas, ils font un pas et on trouve des ententes. C'est vrai qu'éclater les lieux, c'est important pour que chaque carpentracien et les visiteurs puissent connaître la ville aussi. Alors, l'espace Ozon, les lieux et les rives de l'espace Ozon aussi ont été choisis cette année pour célébrer la fête du Vaucluse durable le 14 juin. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est une grande fierté parce qu'on attend 10 000 personnes. Et c'est parce que souvent, c'est quand on va à l'extérieur qu'on se rend compte que les villes sont aimées. Et je ne parle pas que de Carpentras. Mais nous, on a eu un prix du meilleur cadre de vie qui est fait par le concours des villes, concours national des villes. On n'en revenait pas pour cette réalisation de la coulée verte. Donc le Conseil général a saisi cette occasion et certaines personnes qui sont organisées ce festival de développement durable et de l'environnement ne connaissaient même pas cet endroit des Rives d'Ozon. Vous verrez, c'est magnifique. Et du coup, ça va le faire connaître de plein de gens. Et c'est vraiment le lieu approprié où il y a de l'eau, il y a des clairières, il y a le développement durable, il y a des plantes qui se nourrissent de peu d'eau, il y a des espaces de jeu pour les enfants, il y a des parkings à plus savoir qu'en faire, 1000 places quasiment, gratuites, surveillées par caméra vidéo. Tout est pensé. Et c'est beau parce que c'est un endroit du château de la Roseraie où on voit un petit peu dérouler la ville, non pas par un parapet très haut comme ça qui bloquait un petit peu, mais qui montre une progression de montée vers la ville et qui sur un plan architectural enjolive et agrandit à la fois le centre-ville dans un écran vert. Voilà. Revenons aux festivités. Vous parliez cet été 98 spectacles gratuits. Quelle est la politique tarifaire culturelle que vous avez mis en place, Francis Adolphe, pour pouvoir permettre cet accès libre à la culture et au spectacle? Il ne faut pas que ce soit des tarifs importants. Je sais très bien que dans tous les milieux, même le niveau de l'industrie culturelle, parce que c'est aussi une industrie, il y a des souffrances, mais il faut comprendre que les gens ont besoin, certains ne peuvent pas partir en vacances, puis d'autres viennent en vacances dans la ville, donc il faut qu'ils puissent avoir accès à toutes sortes de spectacles. Alors bien sûr, pourquoi des spectacles gratuits? Parce qu'il y en a beaucoup qui se passent dans la ville. Il y en a beaucoup qui sont, comme Musique aux Étoiles, il y a 2 spectacles gratuits sur des places. On a envie de certaines ambiances différentes. On a envie, par exemple, d'aller dans un restaurant et puis voir avant ou après un concert classique. C'est plaisant, c'est très plaisant. Ça fait partie d'une atmosphère, et surtout dans des atmosphères patrimoniales comme la place Saint-Siffrin, derrière la cathédrale Saint-Siffrin. Et puis on a envie aussi de voir peut-être des artistes qu'on a ratés. C'est important. Je pense à Colors, je pense à Michael Miro qui sera là pour 15 euros par exemple. Donc on fait très attention lorsqu'on discute avec les associations et les producteurs de spectacles de ne pas avoir des tarifs trop élevés. C'est très important. Et on commence traditionnellement par les spectacles de la Nuit du Blues, hein, qui cette année vont encore faire venir 2 stars, dont une qui a joué pour Barack Obama. Hein, voilà. Donc c'est bien. Ça, c'est pour l'été. Donc l'été, c'est vrai que c'est toujours très dynamique parce qu'il y a les touristes, il y a du monde, il y a des animations. Qu'est-ce qui a été mis en place pour les saisons hivernales pour continuer et prospérer cette dynamique? Alors on a une salle qu'on continue d'améliorer, qui est justement à côté des Rives d'Ozon, qui s'appelle l'Espace Ozon, qui peut avoir une capacité jusqu'à 1000 personnes, qui a un vrai espace scénique avec tout ce qu'il faut, ce qu'on appelle la boîte noire, tout est axé aux lumières et au son dans un cadre très insonorisé, c'est parfait. Et on essaie là on a une centaine de spectacles dans l'année, dans la saison hivernale, disons de septembre à mai, et on essaie d'avoir au moins 2 gros spectacles par mois. On en arrive à peu près une quinzaine, là aussi assez diversifié, mais c'est une salle aussi qui bénéficie de galas, d'associations, de spectacles pour les artistes qui ont envie de s'exprimer. Et puis c'est une programmation qui est assez mixte entre les artistes nationaux, régionaux et locaux. Et donc du coup, elle est très très occupée, elle est très très demandée cette salle, à tel point que si on pouvait avoir les moyens, on pourrait en faire une deuxième. C'est peut-être à discuter d'ailleurs, peut-être un petit peu plus petite, mais il s'y passe beaucoup de choses. Hein. Donc en fait, il ne faut pas perdre l'élan de l'été, il faut continuer à alimenter cette pompe du spectacle avec toujours ce dosage subtil de gens qui sont un petit peu des vedettes, des noms dans le monde du spectacle, et des gens qui ont aussi, qui veulent s'exprimer
parce qu'ils n'ont pas atteint ce renom ou parce que tout simplement ils ont une mission locale ou régionale. Parlez-nous du patrimoine de Carpentras, Francis Adolphe. Alors il y a le patrimoine public et le patrimoine privé, qui est extraordinaire. Sur le patrimoine public, on a bien sûr l'hôtel Dieu dont je parlais tout à l'heure, mais on a aussi plein de choses. On a les bâtiments de tribunaux, de la poste, tous ces bâtiments qui sont extraordinaires au niveau patrimonial, l'ancien Conseil des prud'hommes, beaucoup de bâtiments exceptionnels, la cathédrale Saint-Siffrin. Enfin, c'est en fait à l'époque, puisque c'était gouverné par le Vatican, Carpentras, on a gardé cet aspect italien, de beaux bâtiments. Dans toute la ville, on le voit. Hein, il suffit de se promener, de voir les bâtiments énormes qu'on a. On a aussi l'office tourisme en face Hôtel Dieu. Enfin, je pourrais en nommer de nombreux. La Charité, les chapelles, qu'on a de multiples chapelles, des pénitents diverses qui sont magnifiques. Et on a aussi le patrimoine privé. Alors, il y a des gens qui ouvrent leurs portes. Parfois, il y a 70 hôtels particuliers. Et derrière des petites rues, des petites ruelles très provençales, on ouvre des portes, on découvre des choses incroyables, mais vraiment très très belles. Et parfois, il y a des habitants qui vous ouvrent les portes et on va le créer, ça. Des promenades, des hôtels particuliers, 70 à Carpentras. C'est inimaginable. Et qui attire des gens. Parce que les gens viennent en centre-ville, parce que la dynamique du coup reprend, comme la fameuse rue Raspail, où il se passe beaucoup de choses, où on a maintenant une galerie d'art, où on a des restaurants, des brasseries, un glacier dans le centre-ville, et ça bouge beaucoup. Ça commence à être très très plaisant pour ça. Et donc on a l'intention, bien sûr, de donner cette réputation de Carpentras le plus loin possible. Alors, quelles sont les animations justement pour donner l'accès au patrimoine? On a vu les expositions, on a vu des visites en scène. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Alors là, c'est avec l'intercommunalité, la visite en scène, bien sûr. Il y a des visites régulières, notamment de la Tour d'Orange, parce que tout le monde veut monter en haut de la Tour d'Orange, où on a une vue splendide sur la ville et on voit tous les bâtiments qui sont restaurés dans le patrimoine public et privé, avec des rénovations entières d'îlots. Et ce qui peut être prévu aussi, c'est par exemple comme ce samedi 17, le Printemps des Arts, où on fait un tour de la ville, mais par un bout de la lorgnette très intéressant, c'est les ateliers d'artistes. Alors ça, c'est samedi, et ça c'est très intéressant. Ce qui n'empêche pas que parfois les ateliers d'artistes sont dans des beaux hôtels particuliers ou en centre-ville. Et puis, enfin, il y a la rue Porte de Monteux, où on a remis en éclairage et en relief l'ancienne enceinte du mur de Carpentras. Et cette rue Porte de Monteux va être une rue dédiée aux artisans d'art et aux petits brocanteurs. Et toute la rue sera refaite. Et on aura là des ateliers qui seront ouverts, notamment à des horaires décalés, samedi et dimanche, peut-être pas le lundi ou le mardi, mais en fin de semaine pour que les gens puissent se promener. Et ça va drainer et entraîner vers tous ces hôtels particuliers et tous ces éléments remarquables de la ville. Merci beaucoup Francis Adolphe. Merci. C'est un plaisir de parler de culture et de patrimoine. Merci beaucoup.